Dans cette vidéo, on va parler d'un des aspects du jeu qui est peut-être un des plus controversés dans koh, la stratégie. Effectivement, la stratégie dans koh a ses adeptes, a ses détracteurs, soulève des passions, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle fait partie intégrante du jeu et elle est absolument indispensable au jeu. Pourquoi ? Tout simplement parce que sans stratégie, l'intérêt de koh est grandement diminué. Si vous faites koh avec uniquement de la survie et des épreuves, ça enlève une grande part d'imprévisible à l'émission. On verrait très rapidement se dessiner une sorte de hiérarchie au sein des aventuriers et on pourrait très vite deviner qui ira à l'orientation, enfin qui ira loin dans l'aventure. L'avantage d'une stratégie, c'est que on ne sait pas si quelqu'un va en faire, quand il va la faire et surtout si ça va marcher, si ça va lui permettre d'aller plus loin dans l'aventure ou si au contraire ça va se retourner contre lui et causer sa perte. Et l'avantage, c'est que c'est une forme d'incertitude qui n'est pas liée au hasard. Il y a vraiment des gens bons en stratégie et des gens mauvais en stratégie. Donc si une stratégie marche, ça crée de l'incertitude certes, mais on peut dire c'est tout à son honneur d'avoir réussi à faire marcher ce stratagème. Et malgré tout ça, on peut remarquer que la stratégie a quand même assez mauvaise réputation d'une manière générale. Souvent, les stratèges sont vus comme des manipulateurs, sont vus comme des méchants qui font de la stratégie uniquement pour servir leur propre intérêt. Certains candidats, ils assument pas vraiment leur côté stratège, comme s'il y avait une honte à faire des stratégies dans koh. Et donc je me suis demandé pourquoi c'était le cas, pourquoi la stratégie avait si mauvaise réputation. Alors la première chose, je pense, c'est que faire une stratégie, c'est tirer les autres vers le bas sans s'amener soi-même vers le haut. Je m'explique. Si vous êtes bon en épreuve, vous mettez en valeur vos compétences, vos capacités physiques, vous vous hissez au-dessus des autres par vos performances. Si vous êtes bon en survie, c'est pareil. Vous attrapez du poisson, vous arrivez à chasser, vous arrivez à aller trouver du manioc, c'est vos compétences qui vous permettent de vous illustrer, de gagner le respect des autres candidats, et en particulier dans le cas de la survie en plus, vous les aidez, vous améliorez leur vie sur le camp, donc c'est doublement positif, vous êtes meilleur et en plus vous aidez les autres. A l'inverse, quand vous mettez en place une stratégie, votre but c'est quoi ? C'est pas d'être meilleur, c'est pas d'être plus efficace que les autres, c'est juste de faire en sorte que vous restez au même endroit et eux, ils sont tirés vers le bas en fait. Vous allez faire en sorte de tirer les autres vers le bas, de provoquer leur élimination. Tout simplement, c'est uniquement à ça que vous travaillez quand vous faites une stratégie. Et du coup, c'est un peu logique que instinctivement, il y ait une sorte de hiérarchie qui se fasse dans la tête des aventuriers et dans la tête des spectateurs entre gagner en étant bon en survie ou gagner en étant bon en épreuve et un cran en dessous, gagner en étant bon en stratégie, là où vous faites rien à part faire en sorte de sortir les autres. Le deuxième point qui est important de mentionner à mon sens, c'est que la stratégie, c'est un domaine de compétition et donc c'est un domaine où les gens vont essayer d'être meilleurs les uns que les autres, ça va générer du stress, on va pas savoir qui est meilleur, qui a tramé quoi, qui dit quoi dans le dos de qui, et donc c'est quelque chose qui peut faire peser beaucoup de pression sur les candidats. Alors, les épreuves et la survie, c'est un peu la même chose. Quand vous voyez qu'un candidat est meilleur en survie et que vous êtes en dessous, forcément, ça va vous mettre sous pression, ça va vous mettre en difficulté et ça va vous faire vivre une moins bonne aventure. En épreuve, c'est pareil. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui domine et que vous êtes tout le temps à la ramasse, ça vous met en difficulté, vous passez une moins belle aventure. Mais dans le cas de la stratégie, c'est un peu différent parce que vous n'êtes pas forcé de faire des stratégies. La personne qui fait des stratégies le fait complètement d'elle-même, elle n'est pas amenée à le faire. Les épreuves sont organisées par la production, c'est quelque chose auquel vous êtes obligé de participer en quelque sorte, tout le monde sait que le but c'est de gagner, c'est de donner le meilleur de soi-même et c'est accepté par l'ensemble des candidats. La survie, c'est pareil, tout le monde sait que il faut bien se nourrir, donc si vous êtes bon en survie, on pourra pas vraiment vous le reprocher parce que ça fait tellement partie du jeu que on dira plus il est bon en survie, bravo à lui. La stratégie, vous n'êtes pas obligé d'en faire, vous pouvez vous en tenir aux épreuves et à la survie. La stratégie, c'est quelque chose que vous allez mettre en place et ça fait peser une pression supplémentaire sur les autres. Et ça, c'est pour ça qu'on entend des candidats dire j'espère qu'il n'y aura pas trop de stratégie, ou alors dans mon année, il n'y a pas eu trop de stratégie, c'était vraiment bien, c'était quelque chose que je craignais. Pourquoi ?
Parce que ça fait une pression supplémentaire, ça fait un champ de bataille, on va dire, supplémentaire, et donc il y a beaucoup de candidats qui craignent ça, parce que c'est de la pression en plus pour eux. Et enfin, le dernier aspect que je voulais mentionner concernant la stratégie, c'est que ça joue beaucoup sur la limite un peu floue entre la vraie vie et le jeu. Mettre en place une stratégie, un peu automatiquement, ça vous force à faire des choses qui, dans la vraie vie, sont moralement condamnables par à peu près tout le monde. Vous allez être amené à mentir, à dissimuler des informations, à faire courir de fausses informations, donc c'est des choses, voilà, dans la vraie vie, c'est pas souhaitable, à part quelques personnes qui diront que c'est normal de faire ça. D'une manière générale, c'est assez universellement reconnu que mentir à quelqu'un pour parvenir à ses fins, c'est quand même pas la meilleure des choses à faire, quoi. Mais bien sûr, il y a toujours l'argument, c'est un jeu Koh-Lanta, le but c'est de gagner, la stratégie est parfaitement autorisée par toutes les règles du jeu, donc pourquoi se priver? Pourquoi ne pas arriver à faire justement une séparation très nette entre ce qui est condamnable dans la vraie vie et ce qui est le jeu? Et dans le jeu, vous pouvez vous permettre beaucoup plus de choses. Si vous voulez reprocher à quelqu'un de faire de la stratégie pour essayer de gagner Koh-Lanta, c'est un peu comme si vous disiez c'était le colonel Moutarde dans la cuisine avec le chandelier, et puis vous vous retournez vers votre voisin de table et vous lui dites « Assassin! Assassin, t'as assassiné un mec au chandelier, mais t'es vraiment une pourriture !» Bah non. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens, personne ne dirait ça. Dans Koh-Lanta, pour moi, c'est un peu pareil. Et bon, je dis pour moi parce que je sais que plein de personnes ne vont pas être d'accord avec ça. Mais voilà, c'est le jeu, forcément. Vous pouvez vous permettre plus de choses dans un jeu que dans la vraie vie. C'est un peu le principe de tous les jeux. Alors après, est-ce qu'on peut tout se permettre sous prétexte que Koh-Lanta est un jeu? Là, c'est un peu délicat. Je prends l'exemple de Shanice qui disait, dans une interview qu'elle a faite sur Instagram, je me rappelle plus trop quand, oui, mais moi, en fait, j'ai pas une personnalité pour Koh-Lanta et une personnalité en dehors de Koh-Lanta. Quand je viens à Koh-Lanta, en fait, je suis moi-même. Et donc, si on me trahit, ça va me blesser comme si quelqu'un me trahissait dans la vraie vie. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cet argument dans la mesure où, vous le savez, quand vous arrivez dans Koh-Lanta, vous savez que vous mettez votre vraie personnalité en jeu, à moins que vous ayez jamais regardé l'émission, mais d'une manière générale, vous le savez, et c'est pour ça qu'il y a des portraits d'ailleurs, c'est fait pour qu'on s'attache à la personnalité du candidat, qui est sa personnalité réelle, et donc il y a cette frontière assez floue, une fois de plus, entre la vie réelle et le jeu. Et donc forcément ce que vous allez faire dans Koh-Lanta, même si c'est dans le cadre d'un jeu, ça va vous affecter vous personnellement, et ça va être, du point de vue des téléspectateurs, rattaché à votre personne, à ce que vous êtes, et pas à un avatar, on va dire, que vous prendriez juste le temps de l'aventure. Contre-exemple, c'est quelque chose que j'ai pas vu moi-même, mais qui m'a été rapporté, donc n'hésitez pas à me corriger s'il y a une erreur. C'est un candidat de Survivor qui avait fait croire au décès d'un proche pour avoir un confort, pour attendrir les autres candidats, et il avait tout préparé, c'est-à-dire qu'il avait fait en sorte qu'un ami l'appelle, il avait prévu avant l'émission que cet ami devait lui dire il y a Tati Jeannette qui est morte hier matin, là il devait feindre une peine immense pour que les autres candidats soient attendris et se disent « Ah bah oui, c'est vraiment horrible ce qui lui arrive, bon bah on va le faire aller en confort avec sa famille ». Alors qu'en réalité, au moment où il disait ça, Tati Jeannette, elle pétait la forme, quoi. Donc, est-ce qu'on peut faire ça? Pour moi, non. Pour moi, là, il y a eu une limite qui a été dépassée, c'est-à-dire que utiliser le décès hypothétique d'un proche pour parvenir à vos fins dans un jeu, moi, il y a quelque chose qui me dérange. Et donc, je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est pas parce que c'est un jeu qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Il y a une ligne à ne pas dépasser en fait. Plus que de discuter d'un cas particulier qui s'est produit ou qui s'est pas produit d'ailleurs, une fois de plus, j'ai pas vérifié dans un épisode de Survivor, ce que je voulais illustrer par cet exemple, c'est cette notion de ligne à ne pas dépasser dans la stratégie et le fait qu'il y a autant de lignes que de spectateurs en fait. Et ça, c'est super important et c'est pour ça que la stratégie, à mon sens, c'est le cœur même de Koh-Lanta et ce qui fait le succès incroyable de l'émission jusqu'à l'heure actuelle.
on se reconnaît dans les situations que vivent les candidats et dans les décisions qu'ils prennent. Et ça nous fait réfléchir. Chacun a son avis, chacun a sa perception des choses. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fini de discuter, on n'a pas fini de débattre sur ce qu'aurait dû faire un tel, ce qu'aurait pas dû faire un autre. C'est pour ça qu'on n'a pas fini d'être choqué, d'être déçu ou au contraire d'être heureux de ce qui s'est passé dans l'épisode. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fini d'être des millions à se coller devant la télé le vendredi soir.